Depuis la création de la chaîne, je vous parle essentiellement des prokaryotes et des eucaryotes. En gros, des êtres vivants. Mais ce ne sont pas les entités biologiques les plus variées et les plus nombreuses sur notre planète. Il existe des entités biologiques avec une diversité dont on ne fait que toucher du bout du doigt. On en parle très souvent dans les médias ou notre vie de tous les jours, souvent à tort et à travers, sans savoir exactement ce qu'ils sont, ni même savoir s'ils sont vivants ou non. Question qui fait encore débat entre les scientifiques, avec souvent une réponse biaisée, tout simplement par leur domaine d'expertise. On leur attribue souvent des défauts, car nous les voyons uniquement comme les responsables de certaines des pires maladies existantes. Et ce ne sont pas les quelques dernières années, notamment les années 2020-2023, qui ont amélioré leur image auprès du public. Je parle bien sûr des virus. Bienvenue au bureau des sciences et voyons ensemble que sont les virus. Commençons par un peu d'histoire, en remontant à l'origine de leur découverte. Ils ont été découverts à la fin du 19e siècle, poussés par les recherches de deux grands noms de la science, Pasteur et de Koch. La première culture d'un virus a lieu en 1881 par Louis Pasteur, avec pour virus l'agent infectieux responsable de la rage, qui à ce moment est invisible en utilisant les microscopes de l'époque. De plus, il est impossible de l'isoler sur des milieux de culture artificiels, mais Pasteur arrive à le cultiver avec des guillemets en partant d'un broyat de cerveau de chien enragé qu'il inocule à la surface du cerveau d'un lapin trépané, qui contracte malheureusement à son tour la rage. Je vous rassure, l'éthique sur les expérimentations animales ont énormément évolué durant les quelques 140 dernières années. Puis vient 1892, année où le biologiste russe Dimitri Ivanovski met en évidence qu'une maladie touchant le tabac, la mosaïque du tabac, peut être transmise par la sève d'un plant malade, passée sur un filtre Chamberlain et inoculée à une plante saine. L'idée est que cela ne peut venir d'une bactérie ou d'un parasite car le filtre ne laisse passer aucun des deux. Mais malheureusement, il interprète cette transmission comme étant due à des toxines présentes dans la sève. Il faudra attendre maintenant 1898, ainsi que le microbiologiste et botaniste allemand Martinus Beijerinck, je crois que ça se prononce comme ça, qui inocule un troisième plant à partir du second, et ainsi de suite, démontrant que l'agent causal n'est pas une toxine, mais un nouveau type d'agent infectieux se multipliant dans les cellules de son hôte. À ce moment, il est appelé Contagium Virum Fluidum, ou un agent ultra-filtrable. En utilisant ce procédé, l'étiologie virale, c'est-à-dire l'origine virale de plusieurs maladies de l'époque, est mise en lumière, comme la fièvre jaune en 1903, la poliomyélite en 1909, ou encore la lyse bactérienne en 1915. Mais en raison de leur taille, qui est comprise entre 20 à 250 nanomètres, ou de manière plus familière, de 20 à 250 milliardièmes de mètres, avec pour exception quelques rares cas de virus géants dont la taille varie de 500 nanomètres à 1 micromètre, leur observation est délicate, rendue encore plus ardue par les méthodes de culture inefficaces de l'époque pour cultiver ces entités biologiques. L'attente fut longue, mais en 1931, le microscope électronique naquit, et avec les premières observations des virus. Mais il fallut attendre encore 1949 et la mise au point de la culture de cellules in vitro, suivie par la culture optimisée des virus pour que l'observation de ces derniers se démocratise. Avec par exemple la première observation du virus de la rage en 1962. Et là ne sont que quelques-uns des événements fondateurs d'une discipline scientifique majeure, la virologie. Bon. Après cette rapide histoire, passons à la description somme toute grossière des principales caractéristiques des virus. Plus précisément, regardons quelles sont les principales caractéristiques des particules virales, ou aussi appelées virions. Elle est le mode de propagation des virus, au même titre qu'une graine pour les plantes, ou les spores pour les bactéries. Mais une autre vision existe, celle où c'est la cellule infectée par le virus, siège de la production des protéines virales et de la multiplication du virus, comme le virus lui-même. Et cela car les virus sont des parasites obligatoires, c'est-à-dire
que sans un hôte, donc une cellule eucaryote ou prokaryote, le virus ne se multiplie pas. À l'extérieur de son hôte, il est dans une phase extracellulaire inerte, où peu de choses se passent, c'est le terme inerte. Mais c'est aussi l'un des moments durant lequel la particule virale est la plus résistante. L'explication est toute simple, car les médicaments devant lutter contre eux, les antiviraux, ciblent des mécanismes qui sont impliqués dans la multiplication des virions. Donc pas d'activité, dit pas de multiplication et dit alors pas de mécanisme sur lequel agir. Mais là vous vous demandez sûrement pourquoi il est inerte, sans son hôte. Cela est dû à sa composition et sa structure. Un virion est composé de deux éléments, le matériel génétique et de protéines structurales qui protègent le matériel génétique. Ces protéines forment ce que l'on appelle la capside, qui peut prendre plusieurs formes déterminant en partie la classe du virus. L'autre paramètre étant la nature du matériel génétique encapsidé. Le génome des virus a une taille nettement inférieure à celui des autres règnes du vivant, comportant de croix à un peu plus de 200 gènes, ou en paires de base de 3500 à 2 millions pour les mimivirus. Bien sûr, quand on parle virus, on pense maladie. Ce qui est normal, car la virologie naquit du besoin de comprendre certaines maladies, et notamment des pathologies humaines, faisant de cette discipline scientifique, la virologie, une discipline anthropocentrique, donc recentrée sur l'homme. Donc les virus peuvent être pathogènes avec des modes de transmission très variés, mais heureusement, la grande majorité des virus existants sont non pathogènes pour l'homme, pour les animaux et pour les plantes. La grande majorité des virus ont pour hôte des bactéries. Ce sont ce que nous appelons des bactériophages ou plus communément des phages. En gros, ce sont des virus qui parasitent des bactéries. On retrouve même quelques cas de virus. Cela peut paraître étonnant. Mais il existe des particules virales qui ont la taille de certaines petites bactéries. Ce sont les virus géants, comme les virus de la famille des Mimiviridae. Mais j'aimerais revenir sur la question de est-ce qu'ils sont vivants ou non. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense. Pour moi, et je répète pour les quelques durs de la feuille du fond, pour moi, ce ne sont pas des êtres vivants. Je laisse quelques secondes pour les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, sans même entendre mes arguments, s'activer dans les commentaires. J'en profite pour vous inviter à vous abonner et activer les notifications, toujours pour ne pas rater les prochaines vidéos, qu'elles soient courtes ou moins courtes. Bon, j'ai fait ma promo, vous avez laissé vos commentaires, maintenant, place à mes arguments. Les virions possèdent certes un génome et des protéines. Or, ces dernières ne servent qu'à la structure et la protection du matériel génétique. Ok. Dans certains cas, elles forment une machinerie qui permet l'injection du génome viral dans la cellule hôte. Les particules virales n'ont pas la capacité de produire leurs protéines. Tout simplement car elles ne possèdent pas le complexe nécessaire à l'assemblage d'une protéine, le ribosome. Un virus doit forcément utiliser les ribosomes de la cellule parasitée pour produire les protéines dont il a besoin et pour se multiplier. De plus, son génome seul ne suffit pas à couvrir toutes les fonctions nécessaires à sa multiplication. En gros, sans sa cellule hôte, il n'est pas capable de se reproduire et de créer de l'énergie, qui, pour moi, sont deux critères majeurs pour la définition de ce qu'est le vivant. Mais un peu de nuance ne fait jamais de mal. Si on considère que le virus est la cellule infectée, dans ce cas, oui, il est vivant, car les deux précédents critères sont tout simplement remplis. Mais personnellement, le problème que je vois à cela, c'est que la cellule infectée, tout simplement, ne se divise pas en une cellule encore infectée, mais sert d'usine pour produire des particules virales qui seront disséminées dans les milieux, soit en sortant de la cellule, par un mécanisme, mais souvent en lisant, donc en détruisant la cellule hôte. Donc, ce sont les particules virales qui se reproduisent et non les cellules infectées. Pour en finir avec cette partie polémique, je le répète encore une fois, pour moi, non, les virus ne sont pas vivants. L'une des caractéristiques les plus importantes des virus et qui permet notamment d'en donner une première classification est leur génome. Notamment sa composition qui correspond à peu près à tout ce que l'on peut imaginer. Leur génome peut être composé d'ADN,
ou d'ARN, et ce qui correspond déjà à une première différence avec les organismes composant les 3 règnes du vivant qui ont uniquement des génomes composés d'ADN. Mais les différences ne s'arrêtent pas là. Ces génomes peuvent avoir des formes très variées. Cette variété a conduit à une classification en 7 groupes par l'ICTV, qui est le Comité international de la taxonomie. Cette classification porte le nom de classification de Baltimore, proposée par le biologiste nobelisé David Baltimore. La première classe sont les virus à ADN double brin, donc avec un génome qui a la même structure que chez les êtres vivants. La seconde, ce sont les virus à ADN simple brin, suivis en 3e position par les virus à ARN double brin. Ensuite, les types 4 et 5 sont les virus à ARN simple brin. Or ici, une nuance apparaît. Les brins d'ARN peuvent être dits positifs pour le type 4 et négatifs pour le type 5. C'est-à-dire que s'il est positif, cela signifie tout simplement qu'il a la même orientation que l'ARN messager viral, et s'il est négatif, vous en déduisez quoi? Qu'il a un sens inverse à l'ARN messager viral. D'ailleurs, petit fait intéressant, 70% environ des virus existants sont du type 4, donc à ARN simple brin positif. On retrouve également des virus avec des génomes simple brin de type ambisense, ce qui signifie qu'ils ont des gènes dans les 2 orientations. Enfin, les types 6, ce sont les rétrovirus à ARN et les types 7, ce sont les rétrovirus à ADN. Ce sont des virus dont le génome s'immisce à l'intérieur de celui de la cellule hôte. Seul de l'ADN peut être incorporé dans le génome cellulaire. Donc si c'est un virus ARN, alors son génome est rétrotranscrit grâce à une reverse transcriptase avant de migrer dans le noyau et avec l'aide d'une intégrase virale qui l'insère dans le génome de la cellule infectée. Cela peut conduire à des cancers car le génome de la cellule a subi une mutation définitive pouvant conduire à une multiplication incontrôlée des cellules. Tout simplement dans ce cas, le virus est dit oncogène. Bien sûr, d'autres éléments entrent en compte pour leur classification, comme leur forme, qui peut être par exemple hélicoïdale, comme pour la mosaïque du tabac, icosaédrique, comme les poliovirus, enveloppé avec une surface recouverte par une portion de la membrane des cellules hôtes, style Ebola. Et enfin, on a les virus complexes qui n'ont pas de symétrie que l'on peut qualifier de simple et qui ont souvent un grand génome. On peut citer le très célèbre bactériophage T4 qui injecte son génome dans son hôte grâce à une sorte de seringue. Un autre critère de classification sont leur mode de réplication et leur cycle viral qui dépend de chaque virus. Le problème est qu'il existe une multitude de cycles différents, mais des principes sont immuables, peu importe le virus. Seul le mécanisme mis en jeu diffère entre chaque type de particules virales. La première étape est l'entrée du virus dans la cellule à parasiter, ou du moins le génome du virus doit entrer dans la cellule. Cela peut se faire par exemple par l'endocytose du virion par la cellule, ou par l'injection du matériel génétique avec un mécanisme similaire à une seringue, comme dit plus tôt. L'étape suivante est l'expression du génome viral, mais elle varie en fonction du type du génome. Si c'est de l'ARN, alors il peut directement servir pour la production des protéines virales en détournant les ribosomes de la cellule parasitée. Si c'est de l'ADN, alors il y aura une étape de transcription de l'ADN, donc de formation de l'ARN messager nécessaire à la traduction, en détournant la machinerie de transcription de la cellule hôte, ou en important ses propres transcriptases contenues dans la particule virale. Cela sera suivi par la traduction de cet ARN messager viral, toujours par les ribosomes de l'hôte. L'expression du génome a pour but de modifier le métabolisme de l'hôte dans l'intérêt du virus, d'où le fait qu'il est parasite. Par exemple, comme dit plus tôt, en détournant les ribosomes, en impactant la morphogénèse et la division cellulaire, en modifiant les mécanismes de défense, et dans certains cas, il n'y aura aucune conséquence pour la cellule parasitée. L'étape suivante, même si tout se passe en parallèle dans le cytoplasme cellulaire, la réplication du génome. Si c'est de l'ARN, on redonne directement de l'ARN, ou on passe par une étape où le génome est sous forme ADN avant d'être transcrit de nouveau en ARN. Et si il est sous forme ADN, alors la réplication donnera immédiatement de l'ADN. Ces étapes correspondent à la phase dite d'éclipse ou dit aussi de latence virale. C'est la période où la particule virale devient indétectable, mais
pas son acide nucléique. Bon, surtout, c'est le temps avant l'apparition dans le milieu extracellulaire de nouvelles particules virales, temps pouvant varier de quelques dizaines de minutes, comme pour les bactériophages, à plus de 40 heures pour les herpès viridae, qui est une famille de virus à ADN qui provoque plusieurs maladies chez les animaux, comme la très célèbre herpès. Bon, autant dire que c'est dans le nom. Et l'étape finale est tout simplement l'assemblage et la sortie du virus de la cellule parasitée. L'assemblage se fait de manière spontanée avec la formation de la capside autour du matériel génétique du virion qui est à l'intérieur. Une fois l'assemblage réalisé, on peut avoir une transmission directe aux cellules adjacentes, que ce soit de particules virales entières ou non. Mais les virions peuvent aussi être libérés dans le milieu extracellulaire. Cela peut se produire par 3 mécanismes différents. La première, la lyse cellulaire, qui correspond à la mort de la cellule de manière non contrôlée, conduisant à ce qui s'apparente à une explosion, libérant tout ce qu'elle contient dans le milieu. Un peu comme un œuf que vous brisez. Le deuxième mécanisme est le bourgeonnement, soit, pour simplifier, la formation d'une bulle à partir de la membrane de la cellule contenant les virions. Enfin, l'exocytose, qui est simplement la sortie des particules virales en traversant la membrane plasmique. Souvent, c'est le moment où va avoir la formation de l'enveloppe pour les virus enveloppés. Toutes ces étapes correspondent à un cycle viral qui se répète tant que rien ne vient l'enrayer. Tout ce que je viens d'évoquer durant cette vidéo ne sont que des généralités grandement simplifiées qui, je l'espère, vous auront mis l'eau à la bouche. Mais comment faire autrement face à l'immensité de la diversité de ces particules biologiques que sont les virus? Pour vous donner une petite idée de l'énormité de la chose, il y a environ 1 à 100 millions de virus par millilitre, et je répète, par millilitre d'eau de mer, soit plus de 10 puissance 30 virus dans l'océan, donc un 1 avec 30 zéros qui le suivent. Ou encore 1 à 10 millions de virions dans 1 mètre cube d'air. Je vous rassure toutefois, dans la majorité des cas, ce sont des phytovirus, c'est-à-dire des virus de plantes. Et l'analyse métagénomique révèle que bon nombre des séquences ADN de ces virus sont nouvelles, faisant potentiellement des virus le plus grand réservoir de diversité génétique. C'est avec ces mots que la vidéo se conclut. Si elle vous a plu, lâchez un petit like et mettez un commentaire. Ça nous aide énormément et nous fait toujours grandement plaisir d'avoir votre avis. Et moi, je vous dis à un prochain rendez-vous dans le bureau des sciences. Et n'oubliez pas que quand vous pensez au petit, voyez grand.